Bonsoir et bienvenue dans ce 7-8 Actu. Nous démarrons par ce mardi avec une manifestation à l'appel du syndicat CGT pour la sauvegarde des retraites. Des syndicalistes retraités donc de la CGT se sont rassemblés ce mardi à Versailles pour dire leur mécontentement par rapport à leur situation qui, selon eux, s'aggrave. Hausse de la TVA généralisée, accès aux soins de plus en plus difficile, autant de sujets que la délégation yvelinoise a pu aborder ce mardi avec le préfet sur place, Yolande Thorez et Jonathan Wiedemann. Ils viennent d'être reçus par le préfet. Des retraités yvelinois de la CGT se sont rassemblés ce matin à Versailles pour crier leur mécontentement. Nous avons porté tout le mal-vivre des retraités aujourd'hui dans les Yvelines, mais aussi en France. C'est l'Union confédérale des retraités CGT qui a lancé cette campagne au niveau national. Parmi les nombreux sujets qui fâchent, le report de la revalorisation des pensions de retraite au 1er octobre, l'accès aux soins de plus en plus difficile, mais pas seulement. On estime que depuis 1993, le pouvoir d'achat des retraites a été diminué de 20%. Donc partant de là, on a vécu aussi les franchises santé. Aujourd'hui, on vit la hausse de la TVA. On est taxé à 0,3% pour la CASA, pour l'aide à l'autonomie. Ces retraités en colère estiment aussi qu'ils jouent un rôle important au sein de la société. S'ils n'existaient pas, s'ils arrêtaient aujourd'hui leur activité bénévole dans la société, il y a beaucoup de gens qui seraient encore plus en difficulté, les associations, etc. Donc on n'est pas que des bouches à nourrir improductives. Dans le département des Yvelines, plus de 1500 cartes pétitions ont déjà été signées. Elles seront déposées à l'Élysée ce jeudi 20 février par une délégation représentant les 8 départements de l'Île-de-France. La semaine dernière, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a présenté les grandes lignes du projet de loi d'orientation et de programmation pour l'adaptation de la société au vieillissement. C'était le fruit d'une concertation lancée en novembre dernier. Alors l'accent a été mis sur le maintien à domicile avec une augmentation des plafonds d'aide et puis aussi un soutien pour les aidants via une aide au répit. Bonsoir à mes deux invités, Isabella Rochant et Anne Bacland. Vous êtes directrice adjointe de Gérohandicap à Manille-les-Hameaux. Pour rappeler, Gérohandicap, c'est un groupement de plusieurs dispositifs sociaux et médico-sociaux. Et alors vous êtes à fond, j'ai envie de dire, dans le plan dépendance présenté par Jean-Marc Ayrault, puisqu'il y a une aide très forte qui est donnée aux aidants et au maintien à domicile. C'est aussi le travail que fait de longue date Gérohandicap. D'abord, je voudrais un avis sur ce plan dépendance. Je l'ai dit, l'accent est mis sur le maintien à domicile. Il y a 650 millions d'euros qui vont être mobilisés par an. Est-ce que c'est un plan qui est ambitieux pour vous, Isabella Rochant ? En tous les cas, c'est un plan qui reprend les différentes conditions pour une bonne qualité de maintien au domicile, puisqu'il reprend des conditions au niveau de l'accompagnement en aide humaine, en aide technique, en aménagement des logements et l'accompagnement des proches aidants, des familles et des entourages. Donc c'est un plan qui, pour le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, à une approche globale. Vous le ressentez, ça, auprès du public que vous recevez, qui sont à la fois des publics handicapés, mais également en perte de dépendance, que ce maintien à domicile est souhaité ? Alors le maintien au domicile est souvent exprimé comme étant le souhait, en tout cas, et le projet des personnes qui sont en situation de handicap. Alors lié à l'âge, mais pas seulement, ça peut être lié à une pathologie ou lié à un handicap. Donc c'est effectivement des projets qui sont exprimés et pour lesquels la société doit non seulement apporter une place à la personne, même si elle est en perte d'autonomie. Je voyais dans le reportage précédent pas seulement des coûts en termes de dépenses que ça peut générer, et c'est aussi le projet qu'on doit accompagner pour l'ensemble de la famille qui est impactée et pas seulement la personne qui le souhaite, mais aussi son entourage. On va effectivement parler de l'ensemble de la famille, de ces fameux aidants qu'il faut aider. Alors pour le maintien à domicile, l'idée donc c'est d'apporter un soutien financier plus important par le biais de l'augmentation de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Ça veut dire que du coup les gens pourront faire appel à des associations d'aide à domicile. Il y a pléthore d'associations d'aide à domicile. C'est parfois difficile de s'y retrouver. Et vous, au sein de Gérohandicap, vous avez proposé, vous avez peut-être même les premiers, je ne sais pas, à proposer ça, mais l'idée était plutôt bonne, de proposer des formations auprès justement des personnels qui interviennent auprès de ces associations. Ça, c'est important. Alors oui, c'est important au niveau de la reconnaissance de ces professionnels qui sont formés à l'accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap ou des personnes malades. C'est important pour une bonne qualité de maintien à domicile également,
alors les premiers, peut-être pas au niveau de Gérondicap en général, mais en tous les cas, on apporte une réponse pour les structures d'aide à la personne yvelinoises. Vous en avez beaucoup, justement, de ces structures qui font appel à vous pour former leur personnel? Il y a beaucoup de structures. Il y a aussi beaucoup de structures qui sont en difficulté et pour lesquelles il est quelquefois difficile d'assurer le maintien au domicile, alors que ce sont les premières lignes de l'accompagnement et qui permet le maintien au domicile, justement. Toute la difficulté, c'est de pouvoir avoir suffisamment de moyens humains aussi, enfin de ressources en tout cas, pour permettre aux personnes de partir en formation. Donc on est en lien très 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 régulièrement avec toutes ces structures qui nous font part aussi de leurs difficultés d'organiser la formation. Mais Gérondicap a très vite réfléchi sur le maintien au domicile. C'est possible grâce aux aides humaines, mais les aides humaines formées. Et donc Gérondicap a réfléchi à développer une offre de formation adaptée pour l'acquisition de connaissances, mais aussi le développement de compétences, à la fois relationnelles et techniques, pour maintenir le domicile dans les meilleures conditions possibles, en tout cas en proposant cet accompagnement de professionnels. Un point aussi, je voudrais avoir votre avis sur le soutien qui va être donc apporté à ces fameux aidants familiaux. Donc ça peut être un parent, un enfant, ou quelqu'un en tout cas de proche. Il y a aussi une aide financière qui va être apportée pour que ces aidants puissent souffler un petit peu. Vous, au sein de Gérondicap, vous organisez des rencontres aidants qui se passent non pas dans une structure hospitalière et non pas à Gérondicap, mais dans une brasserie, dans un café. Hein, c'est volontaire parce que justement pour sortir un peu du cadre un peu médical dans lequel peuvent évoluer ces aidants qui ont beaucoup de courage pour s'occuper de leurs proches, ça fonctionne bien. Je crois que c'est mis en place depuis une petite année. Depuis juin 2013, ça fonctionne bien puisque ce sont des rencontres tous les 15 jours autour d'un thème avec un animateur, des aidants qui ont plaisir à se retrouver, des participants qui ont plaisir à se retrouver tous les 15 jours, qui trouvent notamment un lieu et une source d'information autour de sujets divers, mais aussi beaucoup de convivialité et de soutien, puisque le partage, et nous l'ont confirmé encore tout à l'heure, le partage des situations et de ce qu'ils vivent au quotidien les soutiennent mutuellement. Qu'est-ce qui vous dit puis une liberté de parole qui est permise justement parce que c'est dans le cadre d'un café qui est complètement intégré dans la vie, qui permet aussi aux personnes de ne pas se retrouver dans un lieu confiné où il serait question juste de leurs difficultés. C'est permettre un échange assez facile aussi dans le café. Donc c'était des rencontres qui fonctionnent bien. Ça fait partie d'un programme plus vaste aussi qui met en place d'autres actions envers les aidants, par exemple, sous la forme par exemple d'ateliers thématiques qui peuvent être la déclinaison d'un entraidant café. Entraidant café, c'est donc le nom de ces rencontres dans le café. On prend pour exemple, oui, je le disais, donc un entraidant sur le thème de l'alimentation. L'alimentation qui peut du coup évoquer des problématiques telles que je suis complètement débordée, je n'ai plus l'occasion d'inviter des amis à dîner, comment je fais pour m'organiser, qu'est-ce que je peux proposer à la personne que j'accompagne au quotidien comme alimentation, pratiques de la vie et après, du quotidien. Et après la thématique, ça peut être comment on peut adapter des recettes très très simples, comment proposer des outils d'organisation et comment partager après ce plaisir et la convivialité autour d'un repas. Je voudrais vous faire réagir très rapidement sur un dernier axe du plan, c'est l'adaptation des logements. Et là aussi, Gérondicap intervient. Vous étiez vraiment novateur sur la question. Oui, le Centre de ressources d'information et de conseil en aide technique qui est présent à Gérondicap, animé par une ergothérapeute ergonome, souhaite soutenir les aidants professionnels, familiaux et les personnes directement concernées par la perte d'autonomie en conseillant sur les aides techniques possibles à mettre en place et adaptées à chaque situation, en formant les professionnels et les familles à l'utilisation de ces aides techniques, et puis en allant jusqu'à conseiller et préconiser des adaptations pour le logement ou même pour les postes de travail, puisqu'on peut être en situation de handicap et toujours en situation d'emploi. Tout à fait. Mais merci en tout cas à vous deux d'être venus sur le plateau de Téléfilm. On a vu apparaître le bandeau du handicap si on veut avoir toutes les informations sur tout ce que vous proposez et qui est inclus dans ce projet de plan dépendance du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, et le projet qui sera d'ailleurs présenté le 9 avril prochain au Conseil des ministres pour une entrée en vigueur en 2015. Merci donc à vous deux d'être venus en plateau réagir sur ce plan. Merci, allez, on va poursuivre avec un sujet consacré au patois. Alors aujourd'hui même, la ville de
de Saverne a été la première ville de France à adopter la charte européenne des langues régionales, ce qui signifie que les habitants de la commune pourront effectuer leur démarche en alsacien. Ce qui nous fait dire qu'en France, il y a 78 langues régionales. Eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais au XIXe siècle, tous les habitants de notre département ne parlaient pas yvelinois. Il existait un patois. Il se trouvait du côté de Mantes-la-Jolie. Anthony Reich a remonté la piste. Il était un temps où certains Yvelinois parlaient une autre langue. Au-delà des souvenirs, il ne reste plus que quelques rares documents, comme cette monographie de 1898. À l'époque, le ministre de l'Éducation nationale commande à ses instituteurs des études communales en vue de l'exposition universelle de Paris. Entre la partie géographique et historique, M. Bellhomme, maître d'école à Follinville, petit village yvelinois de 776 âmes, semble étonné par le patois mantois. Apparemment, les habitants déforment en fait beaucoup de mots. Et là, il explique par exemple que la lettre A est prononcée avec le son de la lettre O. On dit une pote, une tauble, une rove, etc. Qui ressemble beaucoup à un vieux français, en fait, à une façon ancienne de parler le français, avec des yo à la place de o, avec des accents plus aigus que graves. Au milieu du 19e siècle, la ville de Mantes-la-Jolie compte environ 3500 habitants. Le chemin de fer ne traverse pas encore la commune, mais le parler populaire y est bien installé. Au grand désarroi du sous-préfet Armand Cassan, qui rédige un ouvrage consacré à la ville en 1833. Il porte un jugement assez sévère sur ces particularités locales, qu'il décrit comme autant de vices, c'est des expressions assez fortes qu'il emploie, d'expressions corrompues, là encore des termes assez forts. Il va même jusqu'à parler de barbarisme, de l'ignorance. Depuis cet autre temps, ces intonations semblent avoir disparu. Le bêta est redevenu le bétail, l'encove, l'alcove. Le mantois ne fera donc pas partie des langues régionales reconnues par la charte européenne, charte que l'État doit encore adopter. Allez, une page culture et même un retour en arrière. Le hip-hop a 30 ans sur 50 ans en Yvelines. Dans le cadre de la 3e saison des pulsations urbaines, le musée de la ville présente une nouvelle exposition et donne surtout la parole aux street artistes. Aurélia Debussy, Claire Cambier, Élodie Moine. Blanc. Beurre. 1984, il y a 30 ans déjà, la mythique compagnie de danse hip-hop et Black Blamber faisaient leur premier pas à Saint-Quentin-en-Yvelines. Territoire qui fut l'un des berceaux du genre en France, célèbre tout au long de l'année cet anniversaire au travers de différents rendez-vous. Parmi ceux à ne pas manquer, notons que le musée de la ville présente jusqu'au 28 juin une nouvelle exposition. Baptisée Street Culture Sky, elle s'intéresse naturellement au hip-hop, mais plus largement aux cultures urbaines, skate, danse et graphe notamment. Cette culture-là est une culture importante sur le territoire, pas seulement à Saint-Quentin-en-Yvelines, mais c'est une culture qui est souvent pas assez reconnue et elle mérite qu'on en parle. Mais c'est aussi une culture qui a des valeurs vraiment propres, qui sont importantes et revendiquées à la fois de se débrouiller soi-même, mais aussi du respect de l'autre, de la valeur par la compétence et pas par ce qu'on est ou par la valeur sociale. C'est des choses qui sont très importantes pour les hip-hoppers et qu'on a voulu traduire dans cette exposition. Une rétrospective à travers laquelle le musée donne la parole aux street artistes du territoire qui ont accepté de témoigner de leur univers de création. Chacun a apporté son idée. En fait, moi j'ai travaillé surtout dans le groupe du skate, où on a partagé nos vidéos, beaucoup de clichés, les lieux où on aime bien se retrouver qu'on appelle des spots. Et après, en fonction des autres contacts, ils ont apporté leur univers à eux, soit le monde du rap, soit le monde du graphe, et pareil, soit leur spot, soit leur façon de filmer. Objets, textes, vidéos et objets d'époque ponctuent la visite, une occasion de s'interroger sur l'évolution de ces cultures. Je pense que c'est quand même un petit peu plus accessible pour tous. Bon, il y en a beaucoup qui en vivent maintenant, je pense, que ce soit du graphe, de la danse ou autre, mais de pouvoir toucher à ce monde-là, un peu des cultures humaines qui était un petit peu, à l'époque, un peu ghetto. Un petit peu un aspect un peu négatif et je pense que maintenant ça a complètement changé et ça s'est beaucoup ouvert, il y a beaucoup de battles qui sont organisés, le skate on le voit partout, il y a un comeback du skate, le graphe, il y en a qui sont devenus maintenant des artistes très connus donc c'est vrai que je pense que ça a largement évolué, les codes vestimentaires ont évolué aussi, soit dans les skateurs ou les danseurs, complètement changé. Pour s'initier à ces pratiques, 3 ateliers, pochoirs, graphe et glisse, animés par des professionnels, seront présentés de mars à avril.
Ce 7-8, l'actu est terminé. Merci de votre attention. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le magazine municipal 2014 présenté par Wilfried Richy. Bonne soirée à vous.